Question 1. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc, ce véhicule est en train de dépasser ce scooter. Alors la question qu'il faut se poser pour savoir si je peux suivre un véhicule qui est en train de dépasser, c'est surtout si je suis en sens unique ou pas. Alors comment le savoir? C'est par rapport à la ligne tout à gauche. Donc si la ligne est discontinue, on est forcément en double sens de circulation. Inversement, si la ligne serait continue, on serait en sens unique. Donc comme là on est en double sens de circulation, c'est interdit de suivre un véhicule qui dépasse. Pourquoi c'est interdit? Parce que si je m'engage derrière ce véhicule, je ne vais pas voir ce qui se passe devant moi. C'est-à-dire si un véhicule qui arrive en face, je ne vais pas l'apercevoir. Donc peut-être que ce véhicule a le temps de dépasser, mais peut-être pas moi. Donc si je veux dépasser ce scooter, il va falloir attendre que ce véhicule se rabat pour que j'ai une bonne visibilité vers l'avant pour à mon tour prendre la décision si je peux dépasser ou pas. Donc en double sens de circulation, on ne suit jamais un véhicule qui dépasse. On ne voit pas ce qui se passe en face. Donc bonne réponse B. Question 2. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous avons deux panneaux, un premier panneau de danger qui annonce un passage pour piétons, et ce panneau surtout qui nous intéresse par rapport à la question. Donc ce panneau annonce à 150 mètres, puisque là on est hors agglomération, une intersection où on sera prioritaire. Par contre c'est priorité pour une intersection, ce qu'on appelle la priorité ponctuelle. Donc là on ne parle pas de route à caractère prioritaire. La route à caractère prioritaire, c'est le losange jaune, qui signifie que on sera sûr d'être prioritaire à toutes les intersections sur la route. Ce qui n'est pas le cas donc pour ce panneau. Ce panneau annonce une intersection, la prochaine, où on sera prioritaire. Mais la deuxième, comme la troisième, on ne sait pas. Peut-être qu'on sera prioritaire aussi, peut-être pas. Mais là, on ne parle pas de route à caractère prioritaire. Donc non, réponse B. Question 3. Tournant à gauche, je passe le premier, réponse A, le deuxième, réponse B, le troisième, réponse C. Alors là, on arrive à une intersection. Alors pour savoir qui c'est qui passe en premier, on va regarder par rapport à la signalisation, c'est-à-dire soit les panneaux, soit les marquages au sol. Donc moi, j'ai aucun panneau, aucun marquage au sol pour moi. Le véhicule qui arrive en face, comme moi, il n'a aucun panneau, aucun marquage au sol. Par contre, le véhicule qui arrive de gauche, lui, on voit qu'il a un marquage au sol et c'est un stop. Du coup, est-ce que ça va être le véhicule noir qui va passer en premier? Non, il a un stop, et un stop, on cède le passage à gauche et à droite. Donc déjà, dans tous les cas, c'est soit moi ou véhicule gris qui va passer avant ce véhicule noir. Donc déjà, le véhicule noir, lui, passera en dernier. Donc la question qu'il faut se poser, c'est moi par rapport au véhicule qui arrive en face. Donc moi, je tourne à gauche. Est-ce que je vais passer devant le véhicule qui arrive en face ou je vais plutôt passer derrière? Donc c'est la règle générale, quand on tourne à gauche,
on cède le passage en face. Sinon, on coupe la route au véhicule. C'est la même chose dans l'autre sens. Si moi j'irais tout droit, si ce véhicule passe avant moi, il me couperait la route. Donc c'est le cas dans mon cas. Si je tourne à gauche, je dois céder le passage en face. Alors, du coup, l'ordre, donc en premier, c'est ce véhicule gris. Lui, il a pas cédé le passage au véhicule noir ni à moi, donc il passe en premier. Une fois qu'on supprime ce véhicule gris, moi j'ai la voie libre, je peux tourner à gauche. Donc je passe en deuxième et en troisième le véhicule noir. Donc moi je passe en deuxième position. Réponse B. Question 4. Je peux dépasser ce cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, nous sommes en ville. On peut voir par rapport au trottoir. Donc pour dépasser un cycliste, il faut laisser au minimum 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est à peu près ici. Et le problème, on a un véhicule qui arrive en face. Est-ce que j'ai assez de place pour m'écarter suffisamment, pour laisser les 1 mètre, sans gêner le véhicule qui arrive en face? Forcément, la réponse est non. Le temps que je dépasse, le véhicule blanc arrivera. Donc soit je vais beaucoup gêner soit le vélo, ou soit le véhicule blanc. Tout dépend comment je passe. Mais là, j'ai pas assez de place pour passer entre les deux, pour avoir les bonnes distances de sécurité. Donc je peux dépasser ce cycliste? Non. Réponse B. Question 5. Le risque d'éclater est plus important si le pneu est sous-gonflé? Réponse A. Surgonflé? Réponse B. Alors, on risque d'éclater, le risque est plus important quand le pneu est sous-gonflé, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez gonflé. Pourquoi? Parce que, surtout quand je vais prendre les virages, si le pneu n'est pas assez gonflé, le pneu va se déformer. Il va se plier dans les virages, et un pneu qui se plie, forcément, risque d'éclater. Si le pneu est trop gonflé, là, il va pas se plier, donc il n'y a pas de risque d'éclatement. Après, pour vraiment qu'il éclate parce que il est trop gonflé, il faut vraiment qu'il soit vraiment très surgonflé. Ou vraiment comme un ballon, si on le gonfle de trop, à bout d'un moment, forcément il éclate. Mais là, il faut vraiment surgonfler le pneu. Donc voilà, le risque est plus important quand il est sous-gonflé, puisque le pneu va se déformer en virage et on risque du coup d'éclater. Donc bonne réponse A. Question 6. Le liquide de frein se situe en 1, réponse A, en 2, réponse B, en 3, réponse C, en 4, réponse D. Alors en 1, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit panneau danger, enfin symbole danger, avec éventuellement une température, donc c'est le liquide de refroidissement. Ici on a le liquide lave-glace, donc généralement c'est des bouchons bleus. Ici on a le symbole pour l'huile, donc c'est le bouchon de remplissage d'huile moteur. Et en quatrième, on a le petit symbole donc du voyant frein ou frein-main qui peut s'allumer sur le tableau de bord. Donc ici, on a bien le liquide de frein. Et généralement, c'est un bouchon jaune. Donc le liquide de frein se situe en 4. Bonne réponse D. Question 7. Le long du trottoir à droite, je peux faire un arrêt? Oui,
réponse A. Non, réponse B. Stationner, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous sommes donc dans une assez grande rue. Et donc est-ce que je peux m'arrêter ou stationner le long du trottoir ici? Donc là on peut voir qu'on a un marquage au sol spécifique, hein. C'est des traits qui sont un petit peu plus larges que les traits au milieu ici. Et du coup ça annonce une voie réservée, hein. Donc est-ce que c'est une voie qui est réservée au stationnement? Donc non, si vous faites bien attention, les zones où c'est des stationnements, justement, c'est des tout petits traits assez fins. Là, on a des gros traits, hein. Donc, vu la largeur de la voie, hein, c'est une voie réservée aux cyclistes, hein, donc ce qu'on appelle une bande cyclable. Et du coup, sur les bandes cyclables, l'arrêt et le stationnement sont interdits, hein. Pourquoi? Parce que s'il y a un cycliste qui arrive et je suis arrêté ici, le cycliste sera obligé de faire un écart, ce qui est forcément assez dangereux, hein. Donc l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les bandes cyclables, donc B et D. Question 8. Après ces panneaux, la vitesse est limitée à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C. Alors ici on a ces panneaux qui nous annoncent donc deux choses. Une première chose, donc quand on a ce panneau barré avec un nom, donc ça annonce la sortie d'une agglomération. C'est-à-dire donc avant on était limité à 50 km/h parce qu'on était en ville. Par contre on a un deuxième panneau là qui nous annonce qu'on arrive dans une autre agglomération. Du coup, après les panneaux, la vitesse sera toujours limitée à 50 km/h puisque je serai toujours en ville. Par contre, on change de ville, mais la vitesse sera toujours limitée à 50. Donc c'est limité à 50 avant les panneaux et aussi après les panneaux, hein, puisque je suis en ville. Donc bonne réponse B, 50 km/h. Question 9. Hors agglomération, pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle minimal de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C, 2 mètres, réponse D. Alors si je circule hors agglomération, donc le minimal pour les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deux roues, c'est au minimum 1,50 m, hein. Donc je dois laisser au minimum 1,50 m. Les 1 mètre, ça c'est en agglomération. Donc je dois laisser au minimum combien? Donc 1,50 m. Donc bonne réponse C. Question 10. Pour prendre la direction de Rouen, je dois prendre à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux prendre à droite au giratoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici on a le schéma d'un rond-point, hein, qui nous dit que si on va tout droit, on va en direction de Paris, et si on prend à droite, en direction de Rouen. Donc nous on arrive toujours par le bas, hein. Donc là on peut voir, hein, par prendre direction Rouen, on a le choix soit de prendre cette petite route, hein, qui va nous permettre de contourner le rond-point, du coup de ne pas s'embêter à prendre le rond-point. Du coup, oui, je peux prendre immédiatement à droite, hein, pour éviter le rond-point. Mais forcément, un rond-point, si j'entre dans le rond-point, je peux prendre n'importe quelle sortie, hein. Donc si jamais je loupe sans faire exprès cette première voie, je vais pouvoir forcément aller dans le rond-point pour prendre la première sortie, hein, bien sûr. Donc on a le choix, hein. Donc bonne réponse A et C. Question 11. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de route, réponse C, sans feu, réponse D. Alors, les feux de position, dans quel cas donc on les utilise la nuit, hein, parce que là, dans notre cas, il fait nuit. Donc il faut deux conditions réunies. Il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Est-ce que c'est le cas ici? Donc on peut voir, comme on a des trottoirs, des habitations, on est forcément en ville. Et la chaussée est éclairée. Du coup, je peux utiliser mes feux de position, hein. Donc je vous rappelle, en ville, il faut que ça soit éclairé. Alors les feux de croisement, la seule condition qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que la chaussée soit éclairée pour pouvoir utiliser les feux de croisement. Qu'on soit en ville ou pas, ça on s'en fiche. Comme la route est éclairée, je peux utiliser du coup mes feux de croisement. Les feux de route, ça c'est l'inverse des feux de croisement. On vient de dire que les feux de croisement, on les utilise quand c'est éclairé. Et bien les feux de route, c'est l'inverse, c'est quand c'est pas éclairé. Du coup, comme la chaussée est éclairée, je ne peux pas utiliser mes feux de route. Et forcément, la nuit, on ne peut pas circuler sans feu. Il faut être obligatoirement éclairé pour au minimum être vu. Donc bonne réponse A et B. Question 12. Pour faire des économies, j'utilise de préférence mon véhicule, réponse A, le covoiturage, réponse B. Alors là, on nous parle du covoiturage. Alors qu'est-ce que c'est le covoiturage? Alors c'est pour faire un même trajet, et on se réunit à plusieurs personnes pour faire le minimum de véhicules. Par exemple, 5 personnes veulent d'aller à un point A à un point B le même jour à la même heure. Bah, plutôt que chacun prenne son véhicule, ce qui fait éventuellement 5 véhicules qui circulent, on va plutôt se regrouper pour utiliser qu'un seul véhicule. Donc ça permet forcément de faire des économies, puisqu'il n'y a qu'un véhicule qui circule, et éventuellement au lieu de 5. Donc là on peut diviser par 5 du coup les coûts de fonctionnement du véhicule. Donc on utilise forcément de préférence le covoiturage, hein, plutôt que son véhicule personnel. Donc bonne réponse B. Question 13. Dans cette situation, je place le pied devant le frein. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C.
Alors là, on arrive à une intersection. Alors une intersection, il faut toujours vérifier avant de la passer si on est prioritaire ou pas. Hein. Donc là on est prioritaire puisque ce véhicule rencontre un marquage au sol. Hein. Ça a l'air d'être un céder le passage puisque c'est des pointillés et on devine son panneau céder le passage. Donc je suis prioritaire, donc je passe. Hein. Mais est-ce qu'on passe sans crainte ou il faut quand même vérifier quelque chose? Et bien sûr, il faut vérifier le comportement de ce véhicule pour être sûr et certain qu'il nous ait bien vu pour bien nous laisser passer. Parce que forcément, s'il ne nous a pas vu, il peut malheureusement s'engager. Donc, au cas où je vais placer le pied devant le frein, au cas où ce véhicule s'engage tout d'un coup, je ne conserve pas mon allure et par contre, je ralentis pour arriver prudemment au cas où que ce véhicule ne m'ait pas vu. Donc, bonne réponse A et C. Question 14. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors nous arrivons en face d'un panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau triangulaire, c'est un panneau de danger. Qu'est-ce qu'il annonce comme danger avec la croix? Donc ça annonce plus loin une intersection où on devra céder le passage à sa droite. Donc ce panneau, comme on est hors agglomération, il n'y a pas de trottoir, pas d'habitation, donc ce panneau est normalement implanté 150 mètres avant l'intersection. Alors est-ce que je dois ralentir immédiatement? Donc la réponse est oui, parce que dès qu'on est en présence d'un panneau de danger, il faut ralentir. Pourquoi? Pour que j'ai le temps justement de ralentir pour arriver plus loin à la bonne allure. Donc toujours, hein, ça c'est une règle générale, en présence d'un panneau de danger, il faut bien sûr ralentir. Donc bonne réponse A. Question 15. Dans une très forte descente, je peux freiner longtemps, réponse A, freiner par à-coups, réponse B, utiliser le frein moteur, réponse C, couper le moteur, réponse D. Alors si on a une très forte descente, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors freiner longtemps ou freiner par à-coups. Donc le problème, hein, ce qu'il faut savoir quand on freine, donc ça pince, les plaquettes de frein vont passer le disque, un petit peu le même principe sur un vélo, on va donc pincer la roue pour la faire ralentir. Ce qu'il faut savoir, donc ce pincement, donc ça fait chauffer. Et le problème, si jamais donc on freine longtemps, plus on freine, plus ça va chauffer. Et ce qu'il faut savoir, c'est vraiment si ça chauffe de trop, après les freins sont inutilisables. Hein, si vraiment ils sont trop chauds. Hein. Donc c'est pour ça dans une longue descente, si je freine longtemps, à un moment mes freins vont être beaucoup trop chauds et du coup ils seront inefficaces. Donc le mieux c'est plutôt de freiner par à-coups. Je freine. Ensuite, je lâche le frein, comme ça mes freins ont le temps de refroidir, je refreine, je lâche les freins, ça refroidit, etc. Alors c'est vrai que c'est moins agréable, mais par question de sécurité, forcément c'est mieux, surtout dans les longues descentes. Par contre, si on a une très courte descente, il faut mieux freiner longtemps pour que ça soit plus souple comme conduite. Donc, mais dans une très forte descente, il faut mieux freiner par à-coups, pour que les freins ne chauffent pas. Ensuite, il faut mieux aussi utiliser au maximum le frein moteur. Qu'est-ce que c'est le frein moteur? C'est quand on arrête d'accélérer, du coup le moteur ralentit, puisqu'il a plus de carburant, et du coup comme il ralentit,
il fait ralentir les roues, la voiture, hein, puisque le moteur est relié aux roues si on n'appuie pas sur l'embrayage. Donc c'est un frein entre guillemets naturel, hein, c'est le moteur qui ralentit, donc ça ralentit la voiture. Donc en fait on l'utilise en lâchant l'accélérateur. Couper le moteur, donc non, puisque justement si j'éteins le moteur, je le coupe, je n'ai plus de frein moteur. Donc du coup, ma voiture va être emportée par son poids. Un petit peu comme un vélo, si je lâche les freins, il n'y a plus rien qui retient le vélo. Donc j'utilise au maximum le frein moteur. Donc bonne réponse, B et C. Question 16. En cas d'incendie dans un tunnel, je peux emprunter cette porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, nous sommes à l'intérieur d'un tunnel et cette porte, donc qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui amène à une issue de secours. Elle est signalée par ce symbole. Ce symbole représente une issue de secours. À quoi sert une issue de secours? Ça sert à sortir du tunnel pour aller soit à l'air libre ou si c'est un tunnel en dessous de l'eau, aller dans l'autre tube du tunnel. Donc forcément on l'utilise en cas d'incendie, parce qu'en cas d'incendie, il ne faut pas rester dans le tunnel, il faut sortir du tunnel. Donc du coup, je vais utiliser l'issue de secours pour sortir du tunnel. Donc bonne réponse A. Question 17. En circulant dans une agglomération, je suis attentif aux véhicules en stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, par rapport aux véhicules en stationnement, donc forcément, il faut rester attentif à ces véhicules pour plusieurs choses. Première chose, un véhicule qui est en stationnement peut tout d'un coup forcément s'engager. Et si jamais il s'engage sans trop regarder si j'arrive, ça peut forcément être très dangereux. Donc on ne sait jamais, où il peut aussi terminer sa manœuvre et dévier un peu plus. Et par rapport à ces véhicules en stationnement aussi, il faut faire attention, on peut avoir des piétons qui passent entre ces véhicules. Donc je reste pas attentif que ce qui se passe devant moi, je surveille aussi sur les côtés. Quand il peut y avoir un danger. Donc je suis attentif aux véhicules au stationnement, oui. Bonne réponse A. Question 18. Je suis en infraction à partir du taux d'alcoolémie de 0,10 mg par litre d'air expiré, réponse A. 0,20 mg par litre d'air expiré, réponse B. 0,25 mg par litre d'air expiré, réponse C. 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse D. Alors, par rapport à l'alcool, il faut faire attention, parce qu'il y a deux mesures. Soit on mesure dans l'air, ce qui est le cas ici, donc en soufflant dans un appareil, ou soit dans le sang, donc du coup à l'aide d'une prise de sang. Donc là, on nous parle dans l'air. Donc attention, dans l'air, c'est à partir donc de 0,25 mg par litre d'air expiré qu'on est en infraction. Donc c'est pas, on n'a pas le droit
à ça, c'est à partir de ça qu'on est en infraction. Donc là, attention, on parle lui aussi des conducteurs confirmés. C'est pas précisé dans la question que c'est des conducteurs novices. Sinon, conducteur novice, c'est à partir de 0,10. Donc là, c'est 0,25 dans l'air. Pour faire après la liaison, donc si on vous demande dans le sang, il faut multiplier par 2. Donc ça fait 0,50 dans le sang. Donc à partir de 0,25 dans l'air et à partir de 0,50 dans le sang, qu'on est en infraction. Donc bonne réponse C. Et attention, on nous demandait à partir. Du coup, 0,50, on est en infraction, mais c'est pas à partir de 0,50 qu'on est en infraction. Donc bonne réponse C. Question 19. Sur l'emplacement à droite, je peux m'arrêter pour me reposer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour régler mon GPS. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, nous circulons sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc à notre droite, on a quoi? On a une bande d'arrêt d'urgence. On la reconnaît grâce au long trait épais. Et ici, on a ce qu'on appelle un emplacement d'arrêt d'urgence. Vous voyez qui est un peu plus large que la bande d'arrêt d'urgence pour que ce soit plus sécurisant avec une borne d'appel d'urgence. Donc, on s'y arrête comme sur la bande d'arrêt d'urgence, on s'y arrête qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement, donc soit une panne avec le véhicule, ou soit donc un malaise par rapport à une personne, mais voilà, c'est vraiment qu'en cas d'urgence. Donc pour me reposer, est-ce que c'est un cas d'urgence? Non, on a des aires de repos, ou alors on sort de l'autoroute, mais pour se reposer, c'est pas un endroit fait pour. Donc non. Et pour régler son GPS, non plus. On peut s'arrêter pareil sur une aire de repos. Donc bonne réponse B et D. Question 20. Pour contourner ce camion en livraison, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied au-dessus du frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour contourner ce camion qui est en livraison, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, il faut étudier un petit peu le danger. Donc le danger déjà d'un camion en livraison, c'est que le livreur peut contourner ce camion. Il peut passer devant le camion pour entrer justement dans son camion, passer derrière, etc. Donc déjà, il va falloir passer assez loin de ce camion et être vigilant par rapport si le livreur contourne ce camion de livraison. Ensuite, deuxième danger, c'est que on a un passage pour piétons juste après ce camion. Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un piéton qui commence à traverser et du coup il est prioritaire. Ou éventuellement c'est un piéton qui arrive sur la gauche. Donc on a beaucoup de dangers. Donc du coup on va pas passer en accélérant. On va plutôt être méfiant et du coup ralentir. Donc bonne réponse B. Et je vais bien sûr placer le pied au-dessus du frein au cas où justement qu'il y a un piéton qui surgisse et que je le vois au dernier moment. Donc bonne réponse B et C. Question 21. Ce conducteur est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors pour avoir une bonne installation au poste de conduite, donc il faut au niveau bras et jambes donc être légèrement fléchi, hein, donc pas trop fléchi ni trop tendu. Donc là il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du dos, il faut être à l'aise, c'est-à-dire pas trop droit ni trop couché, hein. Donc là on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Par contre le souci ça va être au niveau de la ceinture, donc là elle passe bien en bas. Mais par contre, la ceinture ne passe pas en haut au niveau de l'épaule, de la clavicule. Elle passe en dessous du bras. Donc ce conducteur n'est pas bien protégé si jamais donc il y a un accrochage, un accident. Voilà. Donc ce conducteur est mal installé à cause de sa ceinture qui passe sous le bras. Donc bonne réponse B. Question 22. L'accès à cette route est interdit aux motocyclettes, réponse A, aux cyclomoteurs, réponse B, aux véhicules agricoles, réponse C, aux poids lourds, réponse D. Alors là, nous arrivons donc sur une route qui est annoncée par ce panneau-là. Alors, qu'est-ce que ce panneau annonce? Ça annonce une route à accès réglementé, hein. Donc, en d'autres termes, donc tous les conducteurs, tous les usagers ne peuvent pas y circuler. Tout dépend le type de véhicule qu'on roule, forcément. Alors, est-ce que les motocyclettes sont interdits de rouler sur ce type de route? Alors, pour ceux qui ont du mal, on va prendre les deux premières syllabes. Donc par exemple, ici on a moto, pour savoir ce que c'est motocyclette. Parce que ça, c'est vraiment des termes du code de la route, dans le jargon familier, on n'emploie pas ces mots. Donc les motocyclettes, c'est les motos. Est-ce que les motos peuvent circuler sur ce type de route? Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur ce type de route, ont le droit de circuler tous les véhicules qui peuvent facilement rouler à plus de 60 km/h. Si le véhicule d'origine ne peut pas atteindre cette allure-là, donc il n'a pas le droit d'aller sur ces routes à forte circulation et surtout donc à une circulation assez rapide. Généralement c'est des routes qui sont un peu comme des autoroutes, ce qu'on appelle les voies rapides, les routes séparées par un terre-plein central à 2 fois 2 voies. Donc les motos forcément ça peut rouler assez vite, elles ont le droit d'aller sur ce type de route. Ensuite, les cyclomoteurs, donc ce qu'on appelle les cyclos. Donc ça, c'est les scooters, hein, les 50 cm3. Alors, est-ce que les scooters peuvent normalement rouler à plus de 60? Non, hein. Donc eux, ils sont interdits. Ils peuvent pas rouler très vite. Interdiction d'aller sur ce type de route. Les véhicules agricoles, donc les véhicules agricoles, hein, forcément, ça peut pas rouler très vite. Ils sont interdits aussi. Et les poids lourds, donc les poids lourds, hein, ça peut facilement rouler à 90 km/h, donc ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent aller sur ce type de route. Donc comme sur les autoroutes, hein, c'est exactement les mêmes règles, hein, même sur les autoroutes. Une autoroute, c'est une route à accès réglementé aussi, hein. Donc on voit bien forcément des poids lourds sur les autoroutes. Donc par rapport à cette route, donc c'est les cyclomoteurs et les véhicules agricoles qui sont interdits d'aller sur ce type de route. Donc bonne réponse B et C. Question 23. À cette intersection, l'arrêt est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La chaussée est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, nous arrivons à une intersection avec, on a en face de nous un stop. Donc un stop, forcément, l'arrêt est obligatoire. On a l'obligation de s'arrêter à la ligne. Même s'il n'y a personne, il faut s'arrêter. C'est une obligation. Donc l'arrêt est obligatoire, oui. Réponse A. Alors, est-ce que la chaussée est à sens unique?
Donc ici, il y a plusieurs indices pour nous dire qu'on est en sens unique. Premier indice, au niveau du stop, on a un stop, un panneau de chaque côté. Quand on a un panneau de chaque côté, ça signifie qu'on est en sens unique. Autre chose par rapport au stop, par rapport à sa ligne. Quand la ligne de stop fait toute la largeur de la route, ça veut dire qu'on est en sens unique. Si jamais on serait en double sens, la ligne de stop se couperait au milieu de la route. Et dernier indice qu'on a, donc la ligne continue sur la gauche. Celle-ci nous signale qu'on est en sens unique. Dès l'instant où vous avez une ligne continue sur la gauche, on est forcément en sens unique. Donc bonne réponse A et C. Question 24. L'augmentation de la fréquence du clignotement signale une ampoule hors service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si l'augmentation de si le clignotant clignote beaucoup plus vite que la normale, donc ça signale bien une ampoule défectueuse. Donc soit si c'est le clignotant à l'arrière, là comme ici, qui fonctionne, ce sera le clignotant, l'ampoule du clignotant à l'avant qui sera défectueuse. Et inversement, si l'ampoule devant fonctionne, c'est l'ampoule qui est derrière qui ne fonctionnera pas. Donc si ça clignote plus vite donc à l'extérieur, ou aussi si sur votre tableau de bord, le clignotant se met à clignoter, ainsi que le bruit, beaucoup plus vite. Vous savez, clic, clac, clic-clac, et si un jour ça se met à clignoter plus vite, clic-clac, 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 forcément, ça revient à la même chose. Donc oui, ça signale une ampoule hors service. Question 25. Pour prendre la sortie, je dois ralentir immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, nous arrivons à une sortie qui est signalée par ce panneau avec la flèche, et on commence à voir la voie de décélération. Alors ce qui est intéressant ici, c'est ce panneau, donc de limitation à 70, avec la flèche. Alors est-ce que cette limitation est valable pour tout le monde? Non, elle est valable uniquement pour ceux qui sortent. Ce qui est notre cas ici, nous on désire prendre la sortie, ça va être, ce panneau va nous concerner. Alors, est-ce qu'on va l'appliquer dans toutes les situations? Alors, tout dépend de la circulation qu'on a derrière nous. Si on a quelqu'un de très proche, on ne va pas ralentir tout de suite et on va attendre d'être entièrement dans la voie pour respecter le panneau. Sinon, ce serait trop dangereux par rapport à ceux qui arriveraient derrière. Là, par contre, dans notre cas, on a un véhicule, bien sûr, derrière nous, mais il est très loin. Le camion est très loin. Donc, si je ralentis tout de suite, il n'y aura pas de gêne par rapport à ce camion. Ma vitesse indiquée, elle est de 92 km/h. La limitation est à 70, donc je dois forcément ralentir tout de suite pour être à la limitation puisque je sors. Donc bonne réponse A. Question 26. Je peux m'engager dans cette file si je désire payer par carte bancaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En monnaie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici nous arrivons donc à un péage, donc il va falloir payer. Donc pour savoir dans quelle file s'orienter, donc faut se fier à ce qu'il y a juste au-dessus des files. Alors quand on a une flèche verte comme ici, donc
là c'est pour tout type de paiement. Donc c'est-à-dire on va avoir quelqu'un qui va être au guichet, donc on pourra forcément lui donner donc de la monnaie, une carte bancaire, et éventuellement aussi par chèque. Donc dans les deux cas, par carte bancaire et en monnaie, ça y a pas de souci, je peux m'engager dans cette file-là. Ici, là on voit bien c'est un billet, donc là ce serait que par monnaie. Alors ce qu'il faut savoir aussi, beaucoup ne le savent pas, ça c'est ce qu'on appelle le télépéage, hein, le T ici. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement qu'il faut effectuer donc par internet, hein, et on reçoit un petit badge qu'on appose sur le pare-brise. Et quand on passe en dessous, il y a un détecteur qui détecte notre badge et automatiquement ça crédite sur notre compte, donc notre passage au péage, hein, donc ça évite de payer à chaque fois. Et ça permet aussi de passer sans s'arrêter. Il faut passer au ralenti, mais on n'a pas besoin de s'arrêter. Donc dans notre cas, je peux m'engager dans cette file pour payer par carte bancaire et en monnaie. Donc bonne réponse A et C. Question 27. L'usage du téléphone au volant est puni d'un retrait de 1 point réponse A, 2 points réponse B, 3 points réponse C. Alors ça, tout le monde le sait, l'usage du téléphone au volant est interdit, et forcément, donc, ça, si on est pris, on a une amende et un retrait de points, forcément. Donc comme ça, c'est grave, hein, l'utilisation du téléphone, donc c'est puni d'un retrait de 3 points. Donc ça, faut le savoir par cœur. Donc bonne réponse, C. Question 28. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour effectuer un dépassement, il y a plusieurs choses à vérifier avant de s'engager pour dépasser. Donc première chose, si on a le droit de dépasser, est-ce que c'est pas interdit? Alors ça, qu'est-ce que ça, qui va nous dire ça? Donc c'est soit les panneaux ou soit le marquage au sol. Ici, aucun panneau qui gère donc le dépassement, donc pas de souci. Ici donc on a une ligne. Donc c'est une ligne discontinue, mais avec les traits qui sont très rapprochés. Alors quelle est la différence avec une ligne où les traits sont très espacés? Donc la règle par rapport à cette ligne-là, donc là c'est surtout à pas confondre sur les routes normales, hein. Là on est sur une voie rapide, donc on a ça en face des sorties. Alors qu'est-ce que interdit cette ligne? Elle interdit à ceux qui sont sur la voie de gauche de se rabattre. Par contre, inversement, elle autorise ceux qui sont dans la voie de droite à dépasser, à passer dans la voie de gauche. Alors pourquoi surtout l'interdiction? Donc ça permet surtout, par exemple, à ce véhicule, si jamais il voit au dernier moment la sortie, du coup de se rabattre et de changer deux fois de fil au même moment. Ce qui est forcément très dangereux. Donc par contre, moi j'ai le droit de dépasser. Donc tout va bien. Ensuite, il faut vérifier s'il n'y a personne qui arrive en face, si c'est sécurisant par rapport à ceux qui pourraient arriver en face. Là, il n'y a pas de souci parce que je suis en sens unique. Comment je le sais? Grâce à la ligne blanche continue qu'on a sur le bord gauche. Donc ça signifie qu'on est en sens unique. Et dernière chose qu'il faut vérifier, qu'il n'y a personne qui nous dépasse, si on n'est pas déjà soi-même dépassé. Donc ça forcément, ça va être dans les rétros qu'on va vérifier ça. Donc là on aperçoit un véhicule, mais avec ce rétro-là, on peut voir qu'il est placé juste derrière nous. Il n'a pas mis son clignotant, il ne souhaite pas dépasser. Dans la voie tout à gauche, aucun véhicule, du coup je peux dépasser. Donc bonne réponse A. Alors, est-ce que je peux circuler à 130 km/h? Donc 130 km/h, c'est uniquement sur les autoroutes. Ici on a un panneau qui nous annonce une route à accès réglementé, autrement dit une voie rapide,
Et là, la vitesse est forcément limitée au maximum à 110 km/h. Et donc, je ne peux pas rouler à 130. Donc, bonne réponse A et D. Question 29. Pour aller en direction d'Évreux, je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, nous circulons donc sur une 2x2 voies, séparées par un terre-plein central. Et plus loin, donc, il y a un changement de direction possible. Alors, on voit bien par rapport au panneau que si on circule dans la voie la plus à droite, celle qu'on est, on sera obligé de suivre la direction de Paris. Du coup, si je veux prendre la direction d'Évreux, qui est inscrite ici en vert, je serai obligé de changer de voie, de me mettre dans la voie de gauche pour pouvoir continuer tout droit. Donc je vais devoir changer de voie pour continuer en direction d'Évreux. Alors sinon, est-ce que je circule sur une autoroute? Donc comment savoir si on circule sur une autoroute? Sur les autoroutes, tous les panneaux sont à fond bleu. Ce qui n'est pas le cas ici, le panneau est à fond blanc, du coup on circule sur une route. Donc c'est une route accès réglementé, une voie rapide. Donc c'est pas parce qu'on a le panneau bleu par ici qu'on circule forcément sur une autoroute. Par contre, on se dirige vers une autoroute. Donc bonne réponse A et D. Question 30. Je risque une peine de prison si je circule avec une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang. Réponse A. 0,50 g par litre de sang. Réponse B. 0,80 g par litre de sang. Réponse C. Alors, par rapport à l'alcool, donc je vous dis toujours, attention, il y a deux mesures, soit dans le sang ou soit dans l'air. Donc là, on nous parle dans le sang, donc c'est à partir de 0,50 qu'on est en infraction. C'est-à-dire, donc, je suis à 0,49, tout va bien, je suis à 0,50, je suis en infraction, j'ai pas le droit de conduire. Alors là, la question ne nous demande pas à partir de combien je suis en infraction, mais on nous parle d'une peine de prison. À partir de quel taux je risque la peine de prison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 0,80 à 0,80 dans le sang, là ce n'est plus une infraction, c'est un délit. Donc là on est dans une autre catégorie, c'est beaucoup plus grave. Et comme c'est un délit, je vais risquer la prison à partir donc de 0,80 dans le sang, c'est un délit, et je risque du coup la prison. Donc, bonne réponse, C. Question 31. L'aide au stationnement permet de reculer sans regarder. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de détecter tous les obstacles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'aide au stationnement, donc on appelle ça aussi le radar de recul. Donc est-ce que ça permet de reculer sans regarder? Donc c'est un bip qui nous indique à quel moment il va falloir vraiment s'arrêter. Donc
Mais attention, hein, c'est une aide et ça n'empêche pas de regarder derrière. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va le voir après. Parce que ça permet pas forcément de détecter tous les obstacles. Hein. C'est des détecteurs qu'on a derrière, mais ça peut mal fonctionner. Hein. On sait bien que les ordinateurs, c'est pas fiable à 100%. Et puis ça peut ne pas détecter tout. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder derrière, même si on a un radar de recul. Donc ça permet, alors est-ce que ça permet de reculer sans regarder? Donc non, réponse B. Et permet de détecter tous les obstacles? Non, ça peut mal détecter quelques obstacles, notamment les obstacles qui sont assez bas. Hein. Donc bonne réponse B et D. Question 32. Dans cette situation, je risque de faire des écarts. À droite uniquement, réponse A. À gauche uniquement, réponse B. À gauche et à droite, réponse C. Donc ici nous avons une manche à air. Donc à quoi elle sert? Elle sert à signaler si déjà il y a beaucoup de vent ou pas, et donc de quelle direction vient le vent. Donc là le vent est quand même assez fort puisque la manche à air est presque à l'horizontale, et là le vent vient de gauche pour aller vers de droite. Alors dans cette situation, est-ce que je risque de faire des écarts? Forcément, parce que le vent va me pousser surtout sur la droite, hein. Mais je risque de faire forcément des écarts sur la droite, mais aussi à gauche. Pourquoi? Parce que si jamais je passe, s'il y a un véhicule qui passe à côté de moi, ou un gros véhicule, on ne sait jamais, il va me protéger tout d'un coup du vent. Donc s'il me protège du vent, mon véhicule va dévier sur la gauche. Donc forcément là, j'ai plus de danger à dévier sur la droite à cause du vent, mais si un véhicule me protège, je risque aussi de dévier à gauche. Donc c'est pour ça, je risque de faire des écarts des deux côtés. Puis si tout d'un coup aussi, par rapport au vent, donc j'ai beaucoup de vent, je vais être dévié, et dès l'instant où le vent va s'arrêter, je vais redévier aussi de l'autre côté. Le vent n'a pas toujours aussi la même force. Et puis même au niveau de la végétation aussi peut nous abriter un moment du vent. Donc c'est pour ça que je peux faire des écarts des deux côtés. Donc bonne réponse C. Question 33. La signalisation annonce à 950 mètres. Une chaussée à sens unique, réponse A. Une chaussée à deux voies de circulation, réponse B. Un créneau de dépassement, réponse C. Une interdiction de dépasser, réponse D. Alors ce panneau nous annonce à 950 mètres qu'on va voir deux voies de circulation pour nous et une voie pour les autres. Autrement dit, c'est le contraire d'ici. Là, on n'a qu'une voie pour nous et deux voies pour les autres. On voit bien dans ce cas de figure qu'on est juste séparé par une ligne blanche. Du coup, on ne parle pas de chaussée à sens unique. Pour être en sens unique, il faut obligatoirement un terre-plein central. Alors, est-ce que la chaussée sera à deux voies de circulation? Donc la chaussée, ça comprend toute la route. Donc non, on aura trois voies de circulation. Est-ce que c'est un créneau de dépassement? Oui, c'est ça que sert ces trois voies. Quand on a deux voies pour nous, ça sert à dépasser, ce qu'on appelle un créneau de dépassement. Et forcément, ça sert à dépasser, donc ça ne nous interdit pas de dépasser. Donc bonne réponse, C. Question 34. Je peux circuler en feu de position seule, réponse A, croisement, réponse B, route, réponse C, brouillard avant, réponse D.
Alors, les feux de position, quand est-ce que je peux les utiliser? Donc, il faut deux conditions pour pouvoir utiliser les feux de position. Il faut qu'on soit en ville, et il faut que ça soit éclairé. Est-ce que j'ai les deux conditions? Donc, par rapport au paysage, on voit qu'on est en campagne, et de toute façon, la route n'est pas éclairée. Je ne peux pas utiliser les feux de position seuls. Alors, les feux de croisement, on les utilise, en règle générale, quand il y a de l'éclairage public. Là, il n'y a pas d'éclairage, donc normalement, j'utilise pas les feux de croisement. Les feux de route, je les utilise quand il n'y a pas d'éclairage public. C'est l'inverse des feux de croisement. Je vais utiliser les feux de route pour y voir le mieux possible au loin. Donc ça, c'est les cas généraux. Par contre, dans ce cas-là, du coup, normalement, comme il n'y a pas d'éclairage, j'utilise les feux de route. Mais si j'utilise les feux de route, dans ce cas-là, j'ai des véhicules qui arrivent en face. Et du coup, moi je vais très bien y voir, mais le problème par rapport à ceux qui arrivent en face, je vais les éblouir. Donc pour ne pas les éblouir, je suis obligé d'utiliser les feux de croisement. Donc bonne réponse B. Et les feux de brouillard avant, dans ce cas-là, non. Il faut donc qu'il y ait du brouillard, de la neige, de la pluie, ou la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Là, je suis sur une très grande route, bien en ligne droite, donc j'ai pas besoin, je n'ai pas le droit surtout, d'utiliser les feux de brouillard avant. Donc bonne réponse B, puisque je croise un véhicule pour pas l'éblouir. Question 35. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons, donc on a un véhicule qui arrive sur la droite, forcément on peut se poser la question, est-ce que je lui cède le passage ou pas? Alors ce qu'il faut savoir, donc on applique les règles de priorité uniquement aux intersections. Qu'est-ce que c'est une intersection? Une intersection, c'est deux routes qui se croisent. Donc on ne parle pas d'intersection quand c'est une sortie de parking, de voie privée, de chemin, etc. Donc la question qu'il faut se poser ici, est-ce que c'est une intersection ou pas? Donc la réponse est non. Comment on peut le savoir? Déjà par rapport aux lignes de rive, les pointillés ici, si ce serait une intersection, les lignes se seraient arrêtées. Et puis on peut voir aussi par rapport à ce camion, donc ici c'est un petit peu goudronné, mais après ce n'est plus goudronné, donc il sort d'un chemin. Donc ce n'est pas une intersection, donc ce véhicule n'est pas prioritaire. Je ne cède pas le passage à droite. Bonne réponse B. Question 36. Dans un tunnel, je dois conserver des distances de sécurité en circulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors quand on conduit, ce qu'il faut savoir, il faut toujours avoir de bonnes distances de sécurité, quelle que soit la situation. Donc dans un tunnel, comme n'importe quel endroit, il faut bien sûr avoir une bonne distance de sécurité. Pourquoi? Si jamais le véhicule freine, que j'ai le temps de réagir pour freiner à mon tour. Si je suis trop près, je ne vais pas avoir assez de temps pour agir et je risque de percuter le véhicule qui est en face de moi. Et à l'arrêt, il faut aussi avoir de bonnes distances de sécurité. Donc en règle générale, il ne faut pas être trop proche du véhicule. Pourquoi? Si on se fait percuter par l'arrière, qu'on n'aille pas percuter nous-mêmes le véhicule qui est devant nous. Et spécialement dans les tunnels, il faut avoir de très grandes distances de sécurité à l'arrêt, éventuellement 2 diodes bleues. Pourquoi? En cas d'incendie. Si jamais le véhicule qui est devant moi, tout d'un coup il s'arrête parce qu'il prend feu, si moi je suis arrêté juste derrière, je risque à mon tour de prendre feu aussi. Alors que si j'ai une très bonne distance de sécurité, le véhicule peut prendre feu devant moi, comme je suis loin, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, spécifiquement aussi dans les tunnels, il faut avoir de très grandes distances de sécurité, même à l'arrêt. Donc bonne réponse A,
et C. Question 37. Sur l'autoroute, le premier facteur d'accident est l'alcool, réponse A, la fatigue, réponse B, la vitesse, réponse C. Alors ça, il faut le savoir, sur autoroute, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la vitesse le premier facteur d'accident. Le premier facteur, la plupart des gens, si vous regardez bien, ils respectent les limitations de vitesse sur autoroute. Il y a juste vraiment c'est une petite minorité qui roule vraiment trop vite. Mais la plupart du monde respecte les limitations de vitesse. Donc c'est surtout la fatigue le premier facteur d'accident donc sur autoroute. Pourquoi la fatigue? Parce que c'est vrai que l'autoroute, surtout quand il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est assez monotone. Donc ça roule, c'est tout droit, etc. Et on a tendance, forcément, si on est fatigué, à s'endormir assez rapidement plutôt que sur une route de campagne où il y a plein de virages, faut rétrograder les vitesses, faut freiner, etc. On est beaucoup plus actif. Donc le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est la fatigue. Donc bonne réponse B. Question 38. Après le panneau, je vais pouvoir circuler à 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C. Alors nous arrivons face à un panneau donc fin de zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. C'est une fin de zone parce que c'est barré. Donc avant le panneau, nous étions limités à 30 km/h. Après le panneau, donc vu le paysage, nous sommes en agglomération. Et en agglomération, c'est limité à 50 km/h. Donc je vais pouvoir rouler bien sûr à 50, mais si je veux, je peux aussi rouler moins vite. Donc je vais pouvoir aussi rouler à 30 km/h, mais pas 70 parce que ce serait au-dessus de 50. Donc je vais pouvoir rouler à 30 et à 50. Bonne réponse A et B. Question 39. À partir de ces panneaux, je pourrais rouler à 70 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C. Alors ici nous sommes sur une 2x2 voies séparées par un terre-plein central. Donc normalement sur ces routes-là, c'est limité au minimum à 110 km/h. Après si on est sur une autoroute, c'est 130. Sauf que là, on a des panneaux temporaires, sûrement parce qu'il y a des travaux un petit peu plus loin, où on précise que la vitesse est rabaissée à 90 km/h. Du coup, je vais pouvoir forcément rouler à 90 km/h, mais je peux aussi rouler moins vite. Je peux aussi rouler à 70. Et 70, c'est pas une vitesse vraiment trop basse pour ce type de route. Si par contre ça aurait été noté 30 km/h, là ça aurait été un petit peu trop lent, ce serait même dangereux. Mais 70, ça reste correct. Donc bonne réponse A et B. Question 40. En continuant tout droit, la vitesse est limitée à 90 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h, réponse C.
Alors nous ici nous sommes sur une chaussée séparée par un terre-plein central, donc une 2x2 voies. Donc sur ces routes-là, sauf indication contraire, la vitesse est limitée au minimum à 110 km/h. Donc je ne suis pas limité à 90. 90 on en aperçoit un, mais là c'est uniquement pour ceux qui vont sortir, puisqu'on a la flèche. Moi ce n'est pas le cas, je continue tout droit, donc ce panneau ne me concerne pas. Alors pour savoir si c'est 130 km/h, il faut savoir si on est sur autoroute ou pas. Ça on va le savoir grâce au panneau. Ici on a un panneau à fond bleu qui nous précise du coup qu'on est sur autoroute, et si on voit bien on devine un A71 ou 77, donc le A ça signifie autoroute, hein. Donc le A et le panneau à fond bleu signifient que nous sommes sur autoroute, et sauf indication contraire, sur autoroute c'est limité à 130 km/h. Donc bonne réponse C.